Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Monnaie bien publique ou banque casino? Finance mondiale versus éthique et utilité sociale. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Alain Zolty, L'espoir citoyen, 2011. Hervé Caudron, Quand les sagesses nous endorment, 2011. Daniel Lago, Le droit international et la guerre, nouvelle édition, 2011. Franck Mistiaen, La richesse n'est pas produite ou Essai sur la nature et l'origine de la valeur marchande et la richesse matérielle, 2011. Hélène Hatzfeld, Les légitimités ordinaires, 2011. Ricardo Campa, La place et la pratique plébiscitaire, 2011. Bernard Lavrini, La grande muraille nucléaire du troisième millénaire, plaidoyer pour un bouclier antimissile européen, 2011. Arnaud Cabat, Le commerce équitable face aux réalités locales, l'exemple d'une plantation de Darjeeling, 2011. Christian Savès, Éthique du refus. Une geste politique, 2011. Marie Clouy, Loi et l'agenda du travail décent, un exemple de multilatéralisme social, 2011. Paul Haïm, Où en sommes-nous avec le nucléaire militaire, 2011. Michel Adam, Jean Monnet, Citoyen du monde. La pensée d'un précurseur, 2011. Hervé Hutin, Le triomphe de l'ordre marchand, 2011. Pierre Tripier, Agir pour créer un rapport de force, savoir agir et agir, 2011. Michel Guillemin, Les dimensions insoupçonnées de la santé, 2011. Patrick Dugois, Peut-on coacher la France, 2011. Jean-Pierre Lefebvre, Architecture, Joli mois de mai, quand reviendras-tu? 2011. Julien Gargani, Voyage aux marges du savoir. Ethnosociologie de la connaissance, 2011. Philippe Kem. Monnaie bien publique ou banque casino? Finance mondiale versus éthique et utilité sociale. Préface par Daniel Lebègue. L'Harmattan. Précédents ouvrages de l'auteur. L'État peut-il réussir ses réformes? Pour un nouveau souffle, édition de l'Harmattan, Paris 2002. Immobilier de l'État, quoi vendre, pourquoi, comment, Institut Montaigne, Paris 2005. Groupe de travail présidé par l'auteur. L'auto-révolution. Une nouvelle stratégie pour réussir la révolution en France, édition de l'Harmattan, Paris 2007. Vertu et perversion française du discours politique. Plaidoyer pour un discours vrai, édition de l'Harmattan, Paris 2008. Copyright l'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 373 5. EAN 9 782 296 563 735. À Jean-Christian Fauvet. Remerciements. À ma femme, qui a supporté avec vaillance mon isolement avec ce livre pendant de longs mois. À Daniel Lebègue, dont les conseils éclairés m'ont été très précieux. À Edgar Morin, mon maître en complexité. À tous mes amis, qui m'ont fait des suggestions très intéressantes que j'ai prises en compte. À mon éditeur, qui n'a pas reculé devant la longueur de cet ouvrage. La vraie morale se moque de la morale. Blaise Pascal. Si tu savais changer de nature quand changent les circonstances, ta fortune ne changerait point. Nicolas Machiavel. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence, et j'ajouterais, Dieu merci. Albert Einstein. Je n'achète que ce que je comprends. Warren Buffett.
Rendre à l'inverse le métier de banquier modeste et ennuyeux, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Jacques Attali. Préface. Pour une finance modeste, intègre et socialement responsable. Hélène Lebègue. Président de l'Institut français des administrateurs. Et de Transparence Internationale France. Parmi les dizaines d'ouvrages qui ont été publiés sur la crise financière mondiale qui s'est déclenchée en 2007, et dont on ne connaît pas encore l'épilogue, il en est deux dont je recommande en priorité la lecture. Le premier est le livre de Daniel Cohen La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie, qui replace la crise, ses facteurs explicatifs et ses ressorts profonds dans une perspective historique longue. Le second est le livre de Philippe Kem Monnaie bien publique ou banque casino ? Finance mondiale versus éthique et utilité sociale. L'analyse de la crise et les éléments de réponse qu'il propose sont à mon sens particulièrement pertinents et porteurs d'avenir. La crise financière a sérieusement ébranlé la confiance des entrepreneurs, des consommateurs et du public en général dans notre système financier. Elle a eu et elle aura de terribles conséquences sociales dans nos pays développés, et plus encore dans le monde en développement. Pour rétablir la confiance et remettre l'économie mondiale sur les rails d'une croissance plus saine et plus durable, il est indispensable de renforcer le système mondial de régulation et de supervision des acteurs, des marchés et des produits de la finance. Le G20, le FMI, l'Union européenne s'y emploient avec un succès limité tant sont vives les résistances de ceux qui n'aspirent qu'à restaurer l'état de choses antérieur. Mais là n'est pas l'essentiel. Comme le démontre l'ouvrage de Philippe Kem, la crise a mis en cause de manière profonde le rôle imparti au monde financier dans le développement de l'économie, son utilité sociale, sa gouvernance, son système de valeurs. Si l'on n'apporte pas des réponses sur tous ces points, si l'on n'élargit pas l'horizon et l'objectif de la réforme financière, on créera les conditions d'une déflagration économique et sociale qui sera plus violente encore que celle que l'on vient de connaître sans disposer, au plan des politiques monétaires et des finances publiques, des mêmes moyens pour y faire face. Il s'agit d'abord de remettre les institutions financières au service de l'économie réelle, en replaçant leurs activités premières de collecte de dépôts, de gestion de l'épargne et de financement des entreprises et des ménages au cœur de leur business model et de l'utilisation de leurs fonds propres, ce qui signifie, à contrario, que la réglementation prudentielle et la fiscalité doivent encadrer plus strictement leur prise de risque sur des activités et des marchés à faible valeur ajoutée ou à valeur ajoutée négative pour L'. Économie réelle, telles que les transactions à découvert sur les marchés dérivés, fonds d'État, matières premières, devises. On attend également des banques et des compagnies d'assurance qu'elles se comportent en acteurs socialement responsables, attentifs aux impacts de leur activité sur l'environnement, le capital humain, la qualité de vie en société. Pour traduire ces objectifs en actes, le système financier doit mieux intégrer ces dimensions extra-financières dans ses systèmes de gouvernance et de management, améliorer ses outils de mesure, de reporting et de gestion des risques. En troisième lieu, il est de la responsabilité conjointe des gouvernements et des professionnels de faire en sorte que la mondialisation des échanges ne s'accompagne pas d'un développement exponentiel de la fraude et de la délinquance financière, blanchiment, corruption, paradis fiscaux. Les engagements pris en ce sens par le G20 ne doivent pas rester lettre morte, si l'on ne veut pas voir l'opinion publique mondiale rejeter le mouvement même d'ouverture et de libre circulation des idées, des personnes, des biens et des capitaux. Enfin, pour tous ceux qui exercent des métiers d'argent, il est des valeurs et des principes d'action qui doivent sans cesse être réaffirmés. Intégrité, transparence, décence des rémunérations, prévention des conflits d'intérêts, primauté des intérêts du client. Dans le grand chantier de la réforme de la finance mondiale, c'est un long chemin qui reste à parcourir. Le livre de Philippe Kem nous aide à identifier les principaux enjeux. Il ouvre des pistes très intéressantes pour une sortie par le haut de la crise de la zone euro, et pour une finance mondiale remise au service de l'économie et qui bénéficierait à nouveau de la confiance des citoyens. En ce début d'année 2011, où des évolutions qui paraissaient hier encore impensables sont devenues réalité, la lecture de cet ouvrage nous incite à l'espoir et à l'action. Hélène Lebègue. Avant-propos. Si la société ne parvient pas à améliorer le sort de la
Majorité des pauvres, elle ne pourra pas sauver la minorité. Des riches? John Fitzgerald Kennedy. La finance, socialement responsable? Les crises financières, et notamment la crise actuelle, sont des moments privilégiés pour s'interroger sur le fonctionnement de nos sociétés en général, et des systèmes financiers en particulier. Et nous verrons sur des exemples, que les crises financières graves provoquent presque toujours des crises économiques, qui à leur tour débouchent sur des conséquences sociales dramatiques, chômage, précarité, pauvreté, accroissement des inégalités sociales, jusqu'à l'explosion sociale. La séquence crise financière, crise économique, crise sociale, présente en effet une telle fréquence qu'elle apparaît comme inéluctable et conduit à poser la question de la responsabilité et de l'utilité sociale de la finance. Pour confirmer ceci, la crise actuelle a provoqué une avalanche de déclarations sur la finance pour lui demander de devenir socialement responsable. Mario Draghi, gouverneur de la Banque d'Italie et futur président de la BCE. Les choses ne reviendront pas comme avant. Lord Adair Turner, président de la Financial Services Authority britannique 1, FSA, mettant en doute l'excroissance de la finance et l'utilité sociale de certaines activités. Mervyn King, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui considère comme une illusion de vouloir réguler la finance et qui propose de distinguer clairement les banques indispensables à l'économie et qui méritent une garantie publique, des banques purement spéculatives, dont les risques devraient être assumés par ceux qui les prennent. Paul Volcker, ancien président de la Federal Reserve américaine, Fed, et proche conseiller de Barack Obama, qui déclare que les banques sont là pour servir le public. Gordon Brown, il faut que les marchés financiers soient mieux alignés sur les valeurs du plus grand nombre: travail, responsabilité, intégrité et justice. Le patron de l'autorité des marchés financiers, AMF française, Jean-Pierre Jouyet, a reconnu qu'il doit y avoir une réflexion sur l'utilité sociale d'un certain nombre de produits et d'acteurs financiers. Et au forum de Davos, la question a été au centre des débats. Ainsi, Peter Sands, président du groupe britannique Standard Chartered Bank, a déclaré: le premier défi est de définir quelle doit être la raison sociale fondamentale d'une banque. Hélas, il faut constater qu'une fois terminées les crises financières, et les économies revenues à une situation de croisière, ce type de déclaration disparaît, même si les problèmes qui ont causé la crise continuent à cheminer en sourdine. La responsabilité sociale de la finance est un problème permanent qui se pose aussi hors des périodes critiques, mais malheureusement, il faut une grave crise financière pour qu'il fasse la une. Les déclarations précédentes dépassent de loin la demande générale de régulation financière. On pourrait donc espérer que ces prises de position constituent un véritable tournant, même si les sceptiques considèrent qu'il s'agit de simples pétitions de principe, dont le seul but est de faire en sorte que le monde de la finance se sorte de la crise actuelle avec seulement quelques concessions limitées. Il n'empêche, ces déclarations sont le reflet d'une véritable incompréhension des citoyens par rapport au monde de la finance. L'industrie financière doit rendre des comptes, non seulement aux autorités financières, mais aussi à la société tout entière. Malheureusement, les actes des gouvernements, des banques centrales, des régulateurs, etc., ne sont pas en général confrontés à la justice du simple fait d'avoir nui à l'utilité sociale de la finance, voire à l'éthique, par exemple parce que certains manquements à l'éthique, dont nous donnerons des exemples, sont néanmoins considérés comme licites. Utilité sociale et éthique, définition. Dans ce livre, nous nous proposons d'analyser les divers comportements de la finance de deux points de vue, celui de son utilité sociale d'abord, celui de son éthique ensuite. L'utilité sociale s'entend comme utilité pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Les actionnaires, les dirigeants, les salariés, les clients, les fournisseurs, l'État et en fait l'ensemble de la société. Mais ce concept d'utilité sociale est incomplet. Il présuppose en effet que l'entreprise serait un agent moral parce qu'elle agirait de manière intentionnelle. Par anthropomorphisme, on supposerait alors que l'entreprise est capable de se soumettre à une autorégulation, supposition dont on verra qu'elle est souvent contredite par les faits. Pourtant l'entreprise n'est qu'une fiction légale, et les décisions sont prises par des dirigeants et des individus, et appliquées par d'autres, individus qui auraient pu prendre d'autres décisions ou qui auraient pu décider de ne pas les appliquer. La preuve de ce caractère de fiction légale de l'entreprise est qu'il est en général impossible de déduire les décisions qu'une entreprise prend de l'ensemble formel de ses codes, règles ou procédures. En fait,
ce n'est pas l'entreprise qui agit de manière intentionnelle, ce sont ses membres. De cela vient la difficulté majeure de se satisfaire uniquement du concept d'utilité sociale. Les individus sont sans cesse confrontés à des choix éthiques, qui ne se déduisent pas uniquement de la seule utilité sociale, ni des règles plus ou moins formelles qui régissent l'entreprise. Et c'est parce qu'ils doivent souvent faire précéder les décisions qu'ils prennent ou font prendre par une réflexion éthique, qu'il est légitime d'aborder la question sous cet angle. Par exemple, le conseiller de clientèle qui vend des CDO 3 au carré, dont il soupçonne qu'ils vont entraîner des pertes importantes pour l'acheteur, doit-il s'interdire de le faire, même si ceci a pour résultat de ne pas respecter les consignes de son supérieur hiérarchique? Doit-il refuser de spéculer sur les fonds propres de la banque, alors qu'il a des raisons de supposer que ceci peut causer un risque systémique? On trouve par exemple ce cas quand apparaît un conflit entre l'utilité pour l'actionnaire d'une opération spéculative et risquée, et l'éthique de l'opérateur sur les marchés. Faire appel au concept d'éthique, c'est mettre l'accent sur des notions comme la loyauté, le respect de la parole donnée, la transparence, la communication claire sur les risques pris ou non pris, c'est s'interroger sur leur place dans le processus de prise de décision, sur les mécanismes de défense à la disposition des salariés contraints de réaliser des actions qui vont à l'encontre de ce qu'ils jugent moral ou bon, c'est enfin se donner la possibilité de réfléchir à l'articulation entre les règles de l'entreprise et les comportements de ses collaborateurs. Ces deux notions d'utilité sociale et de comportement éthique peuvent donc entrer en conflit, alors qu'elles devraient être complémentaires. L'utilité sociale, vue des actionnaires, peut induire des comportements non éthiques, par exemple purement spéculatifs, avec des conséquences sociales qui peuvent devenir dramatiques. Inversement, le respect sans concession de normes éthiques peut empêcher une banque ou tout autre établissement financier de faire une bonne affaire, mais peut aussi produire de l'utilité pour la société, par exemple en évitant une crise financière. Le choix entre les deux voies n'est pas une affaire simple. Nous tenterons donc, dans ce livre, de distinguer les comportements des acteurs de la finance quand ils sont guidés uniquement par le souci de l'utilité sociale, de ceux qui relèvent de l'éthique au sens de la morale ordinaire. L'utilité sociale de la finance. Bien entendu, il est difficile de donner une appréciation générale sur la manière dont le citoyen juge l'utilité sociale de la finance. Mais quelques indices montrent que la question vaut d'être posée. Ainsi, en août 2009, après que BNP Paribas eut provisionné 1 milliard d'euros pour payer les futurs bonus de ses traders, Baudouin Pro, son directeur général, sous la pression du président de la République, divisait cette provision par deux. L'opinion publique en a probablement conclu que si BNP Paribas avait été aussi vertueuse qu'elle le clame, cette division par deux n'aurait pas eu lieu d'être. Cet épisode n'a évidemment rien fait pour améliorer l'image des banques, le sujet des bonus des traders étant très sensible dans l'opinion. Pourtant, son ami Serge Weinberg, ex-patron de PPR, déclare à propos de Baudouin Pro, « Baudouin ne raisonne pas en simple chef d'entreprise. Il est aussi soucieux de l'acceptabilité sociale des banques. » Ce commentaire semble bien indiquer qu'il y a là un enjeu majeur. Essayons cependant de voir ce que disent les enquêtes. Dans une enquête de l'IFOP, mai 2009, pour la Fédération bancaire française, 71% des clients ont une bonne image de leur banque et 53% sont satisfaits de la transparence des tarifs. Mais cette enquête révèle aussi une dégradation de l'image institutionnelle générale de la profession bancaire, ce qui est sans aucun doute une conséquence de la crise. En 2005, dans une enquête analogue, 68% des personnes interrogées avaient une bonne image des banques. Ce chiffre a baissé à 62% en 2008 et une enquête récente de l'IFOP avril 2011 accentue cette dégradation. Elle révèle que seulement 49% des Français conservent aujourd'hui une bonne image de cette profession 4. L'enquête ci-dessous confirme cette tendance. Elle ressort d'un sondage de l'IFOP pour le journal Le Monde, réalisé du 6 au 8 janvier 2010. On y trouve les points suivants. 83% des Français et 71% des Anglais semblent persuadés de la probabilité d'une nouvelle crise financière dans les prochaines années. Seulement 40% des Français et 31% des Britanniques pensent que l'on peut avoir confiance dans les banques françaises et anglaises. Ce résultat est à rapprocher de celui donné plus haut sur l'image institutionnelle des banques. Seulement 27% des Français et 48% des Britanniques
disent que les banques accordent suffisamment de crédit aux entreprises. Seulement 20% des Français et 27% des Britanniques considèrent que les banques ont maintenant adopté des comportements moins risqués. Comme on le voit, la défiance est installée entre les banques et l'opinion publique et compte tenu des pourcentages ci-dessus, il est probable qu'elle sera durable. Un dernier sondage 5, tout à fait cohérent avec le précédent, montre que les Français sont sceptiques sur la possibilité de réguler la finance. Par exemple sur l'affirmation. Malgré la crise et les erreurs commises, les dirigeants économiques et financiers ne vont pas changer de comportement. 74% des Français sont d'accord. Sur l'affirmation, avec la crise économique, le système économique et financier mondial va être davantage régulé. 53% contre 37% ne sont pas d'accord. On voit donc qu'il y a une réelle difficulté à réconcilier les Français avec l'économie, et a fortiori avec la finance. Les obstacles à l'utilité sociale de la finance. Les obstacles à l'utilité sociale de la finance sont multiples, divers, et inégalement répartis entre les différents acteurs des systèmes financiers. Essayons néanmoins d'en faire un premier inventaire, qui servira de guide tout au long de ce livre. Précisons d'abord que nous entendons par finance, ou monde de la finance, l'ensemble des acteurs qui devraient concourir à un comportement socialement utile de la finance, les banques centrales, la Banque des règlements internationaux, BRI, dite Banque des banques centrales. Bien entendu les banques elles-mêmes, dans leurs multiples versions, les acteurs de la finance échappant au compas des régulateurs, le shadow banking system, les régulateurs et superviseurs, et leurs émanations qui émettent des normes, comme par exemple le comité de Bâle et les agences de notation, sans oublier le Fonds monétaire international, FMI, dont le rôle et les moyens sont de plus en plus importants. Et bien sûr, nous nous pencherons sur les États qui jouent un rôle majeur, d'une part comme clients des investisseurs dans le refinancement de leurs dettes, d'autre part comme gestionnaires de la monnaie. Et cet inventaire n'est pas exhaustif, car autour de ce monde de la finance, il y a une myriade d'autres structures de supervision, de contrôle, de régulation, voire d'évaluation, qui sont le plus souvent redondantes, voire concurrentes. Précisons aussi tout de suite, par précaution contre d'éventuelles interprétations simplistes, qu'il n'est pas évidemment du tout dans notre intention de prétendre que les banques et autres établissements financiers ne doivent pas faire de profit. Au contraire, ils doivent faire des bénéfices, ne serait-ce que pour alimenter leurs fonds propres et rémunérer correctement leurs actionnaires. En revanche, nous voulons démontrer, c'est le thème central de ce livre, qu'ils peuvent gagner de l'argent tout en respectant certaines règles d'éthique, que nous détaillerons, et surtout, en ayant le souci de servir l'économie réelle, et plus largement, le souci de leur utilité vis-à-vis de la société. Après être revenus brièvement sur l'histoire de la finance au travers de ces crises, nous énoncerons les 10 principes qui configurent, selon nous, l'utilité sociale de la finance et qui serviront de guide tout au long de ce livre. Nous proposerons ensuite l'idée que les établissements financiers ont érigé, autour de leurs activités, un véritable mur de complexité. Dit autrement, les établissements financiers ont été capables de concevoir des produits et des services financiers d'une telle complexité que l'analyse de leur contenu et de leurs risques est totalement inaccessible aux non-initiés, voire également difficile à comprendre pour d'autres banques ou établissements financiers. Ensuite, nous montrerons que le monde de la finance s'est progressivement construit pour son activité sur les marchés financiers, comme centre de profit autonome, c'est-à-dire qu'il a négligé en partie son rôle capital de service à l'économie réelle. Son souci majeur a été souvent, et est encore, de faire de l'argent avec l'argent, au détriment de sa mission capitale de fournir des moyens financiers aux ménages et aux entreprises pour placer leur épargne au mieux, investir, fabriquer des produits, fournir des services ou acheter ces mêmes produits et services. Puis nous aborderons un point central de notre argumentation. Il s'agit de la manière plus ou moins rigoureuse dont l'éthique guide les différentes activités des établissements financiers. Il nous sera facile de donner de nombreux exemples, surtout en période de crise, où le manque d'éthique s'exerce aux dépens de la société en général, voire des clients des établissements financiers en particulier. Dans ce cas de figure, le manque d'éthique produit le plus souvent de l'inutilité sociale. Nous traiterons aussi du cas des too big to fail, c'est-à-dire, en cas de faillite, des établissements qui sont trop gros pour être secourus par un autre acteur que l'État, c'est-à-dire in fine par le contribuable.
Nous étudierons aussi les problèmes d'éthique spécifiques à la relation de crédit, sur la base du contre-exemple des subprimes. Nous nous pencherons ensuite sur les fonds propres des banques, c'est-à-dire ceux qui courent le risque de l'établissement financier, et qui peuvent être totalement perdus par les actionnaires en cas de faillite. De nouvelles règles, Bâle III, sont en cours d'élaboration. Elles ont pour but de contraindre les banques à renforcer leurs fonds propres, ce qui devrait, en principe, améliorer la sécurité des systèmes bancaires, voire prévenir les crises financières. Pour compléter les points précédents, nous ferons le point sur les diverses mesures de régulation financière envisagées ou mises en place dans l'ensemble de la planète finance. Nous nous poserons en particulier la question de savoir si ces nombreux efforts permettent de remédier aux manquements à l'éthique financière et à l'utilité sociale, et comment les 5 G20 successifs ont réussi, ou non, à mettre en place une régulation efficace. Toujours dans le domaine de l'éthique, nous nous intéresserons au comportement des établissements financiers quand ils ont pour but, soit pour compte propre, soit pour un client, d'outrepasser la fiscalité et les prélèvements des États, voire de blanchir l'argent issu de la corruption ou du commerce de la drogue. Ceci nous conduira à nous pencher sur les paradis fiscaux et sur la pratique du secret bancaire, c'est-à-dire sur les zones de non-droit de la finance. Nous analyserons aussi les pratiques d'un secteur particulier de la finance, celui qui est composé d'établissements financiers peu ou pas régulés, et que l'on appelle souvent shadow system banking, c'est-à-dire système financier de l'ombre, qui constitue aussi, comme précédemment, une zone de non-droit. Nous montrerons comment l'absence de régulation est une cause directe des pratiques souvent non éthiques de ces établissements, et qu'il est vain de parler de régulation financière mondiale, si l'on ne s'attaque pas à ce secteur de la finance socialement particulièrement nuisible. Nous nous intéresserons aussi à la spéculation. Mais comme on range sous ce mot des pratiques très diverses, nous essayerons de le faire avec discernement, car il existe quelques cas où la spéculation remplit des fonctions utiles au fonctionnement des marchés financiers. Mais nous montrerons que, le plus souvent, elle conduit à une dictature des marchés, qui peut se transformer en crise financière. Nous traiterons ensuite des rémunérations des dirigeants et des opérateurs de marché, dans les différents types d'établissements financiers, souvent marqués par le greed, cupidité. Les chiffres évoqués dans la crise actuelle sont souvent extrêmement choquants. Mais ils sont aussi porteurs d'une forte dangerosité sociale. En effet, les montants en jeu sont de véritables pousses au crime, notamment parce qu'ils conduisent les dirigeants et les opérateurs de marché à prendre de plus en plus de risques, jusqu'au risque systémique, qui ne peut être dénoué que par l'État. Nous ne pouvons pas traiter de l'utilité sociale des systèmes financiers sans aborder le problème posé par les agences de notation. En effet, leurs décisions ont un impact direct sur les comptes publics des États, le plus souvent, notamment actuellement, en augmentant le coût de la dette et donc en mettant en difficulté les États dont elles notent la dette souveraine, avec le risque de faire peser de lourdes menaces d'austérité sur les citoyens, comme on le voit actuellement dans la zone euro. Nous examinerons comment les États et leurs dépendances, banques centrales, régulateurs, superviseurs, etc., mettent en œuvre ou non les mesures nécessaires pour s'assurer du respect par les établissements financiers de leur utilité sociale. À cette occasion, nous insisterons sur la composante nécessaire de service public des banques. Nous serons aussi conduits à nous préoccuper de la manière dont les États gèrent leurs comptes publics, déficits et dettes, sur les conséquences pour les ménages et les entreprises d'une gestion laxiste et sur l'austérité et les crises qu'elle peut générer, avec les conséquences sociales que l'on sait. Nous étudierons aussi comment les États gèrent leur monnaie, par le biais des banques centrales, théoriquement indépendantes. Nous centrerons ensuite notre attention sur l'euro et sur la zone euro, d'abord en faisant l'histoire récente, d'où nous déduirons qu'il y a encore malheureusement trop de visions divergentes de l'Europe parmi les pays membres. Nous insisterons aussi sur les dysfonctionnements de l'euro, mais après avoir répondu aux prophètes de malheur qui souhaitent sa mort, nous montrerons que ces dysfonctionnements sont remédiables et proposerons donc un scénario de sortie par le haut de la crise de l'euro. Nous consacrerons un chapitre à l'attitude des citoyens face aux crises, et en particulier à la crise actuelle. Après avoir évoqué les acteurs de la finance, responsables ou non de la crise, nous distinguerons ceux qui n'ont pas d'autre choix que de la subir passivement, ceux qui la manipulent en profitant du climat de désespérance qu'elle génère,
ceux qui portent une part plus ou moins directe de responsabilité, enfin, ceux qui réagissent contre ces effets, notamment par le biais de l'innovation sociale. Nous nous intéresserons notamment à un exemple de réaction contre les crises et contre la pauvreté qu'elles peuvent engendrer, à savoir la microfinance. Enfin, nous dirons qu'une sortie résiliente de la crise actuelle doit se combattre sur 3 fronts. En premier lieu, celui de l'éthique et de l'utilité sociale de la finance, en second lieu celui de la maîtrise par les États de leurs comptes publics, enfin, en troisième lieu et comme toile de fond, celui du retour à un capitalisme bien tempéré. Notre conclusion proposera 13 mesures pour remettre la responsabilité sociale et l'éthique au cœur des priorités de la finance. Nous montrerons en particulier comment la création d'une autorité mondiale des systèmes financiers, créée autour du Fonds monétaire international, peut permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux, au moins à moyen et long terme. Un nouveau point de vue. La plupart des très nombreux ouvrages sur les crises financières proposent des solutions centrées sur le rôle des différents acteurs de la finance, sur les modalités de régulation et de réglementation, et sur les techniques financières à mettre en œuvre pour en éviter la reproduction. Ce livre postule au contraire que les crises ne pourront être évitées que si l'on place comme première priorité la nécessité absolue d'éviter les toujours graves conséquences sociales des crises financières. Dans les exemples que nous présenterons, chapitre 2, on verra en effet que les crises sociales sont très souvent la conséquence d'une crise financière. Notre propos sera donc de faire le diagnostic des crises financières et de proposer des solutions pour les éviter. En revanche, nous n'aborderons que marginalement les éventuelles solutions envisageables pour résoudre les crises sociales en tant que telles, séparément des crises financières qui les ont provoquées. Nous postulerons en effet que si l'on attend que la crise financière ait produit ces désastreux effets sociaux, il sera trop tard pour obtenir des résultats efficaces. Nous pensons donc que dans la séquence très fréquente crise financière, crise économique, crise sociale, il faut s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire à la crise de la finance. Le lecteur ne sera donc pas surpris de trouver, après chaque constat de dérive des systèmes financiers, un commentaire sur les conséquences sociales des dites dérives. Et parmi ces conséquences sociales, nous montrerons que les comportements psychologiques et sociaux des acteurs de la finance, comme ceux des citoyens, ont un impact évident sur la prévention et la solution des crises. Nous partons pour ceci du constat que la plupart des crises financières sont induites, entre autres, par une défiance mutuelle entre les principaux acteurs, et que donc, c'est en essayant de déminer ces aspects psychologiques que l'on pourra aussi prévenir les crises financières, et surtout les crises sociales qui en sont la conséquence presque inéluctable. Avertissement au lecteur. Ce livre a pour but de montrer que les manquements à l'éthique et la faible utilité sociale d'une partie importante de la finance mondiale sont à la racine de la crise financière actuelle et surtout de ses graves conséquences sociales. Il déroule son argumentation en partant d'une description, la plus factuelle possible, des événements qui ont jalonné la crise. Or le lecteur aura sans doute constaté que depuis le début de cette crise, nous sommes sans cesse confrontés à des faits convergents ou contradictoires, à des opinions concordantes ou totalement opposées, à des propositions de régulation financière seulement nationale ou véritablement mondiale, à des scénarios de sortie de crise optimistes ou pessimistes, dans un panorama qui est en perpétuel changement. Ce livre a été terminé fin octobre 2011, en tenant compte de l'état de l'art des crises à cette époque. Le lecteur voudra donc bien nous pardonner si des faits ou opinions nouvelles apparaissent, qu'il nous aurait été impossible de relater, notamment à propos de la crise de l'euro qui est malheureusement loin d'être terminée. Un gendarme britannique des services et des marchés financiers, maintenant intégré à la Banque d'Angleterre. 2. La Tribune, 6 mai 2010. 3. Collateralized debt obligation. Obligation adossée à de la dette. Produit financier construit en fabriquant des paquets de crédits hypothécaires et en transformant le tout en une obligation cessible sur les marchés. 4. Paradoxalement, l'étude montre que 73% des Américains conservent une opinion favorable de la profession, tout en considérant pour 84% d'entre eux que les grands établissements financiers sont responsables de la crise, contre 70% des Français sur la même question. 5. TNS Sofres Logica, pour lire la politique, rapporté par le journal Le Monde, 1er décembre 2009. 2. Les conséquences sociales majeures des crises financières.
Le changement du monde n'est pas seulement création. Progrès, il est d'abord et toujours décomposition, crise. Alain Touraine. Le mot crise est dérivé étymologiquement du grec krisis qui signifie décision, jugement, choix. Une crise est une situation critique qui implique la nécessité d'une décision. Une crise financière, face à des événements imprévus qui ont des conséquences graves, requiert donc une réaction rapide et énergique. Qu'est-ce qu'une crise financière ? Il est évidemment difficile de décrire toutes les crises financières à partir d'un schéma unique. Néanmoins, on peut dégager un schéma général qui comporte bien sûr de nombreuses variantes. Le néolibéralisme économique suppute que poussé par la main invisible du marché 6, chaque acteur, banque, entreprise, particulier, etc., du fait qu'il agit pour son propre intérêt, agirait également dans l'intérêt général. C'est dans cet esprit que tout propriétaire d'actifs, immobiliers, actions, obligations, dettes souveraines, devises, matières premières, etc., cherchera à le valoriser indépendamment de sa valeur intrinsèque. Un actif financier ne vaut que par la valeur qu'on lui prête. Enfin, pour acquérir ces actifs, qu'il valorisera ultérieurement, il aura recours systématiquement au crédit, surtout s'il est abondant, notamment en période de laxisme monétaire. Ce sont ces comportements qui expliquent en partie la fréquence des crises financières. Ils expliquent aussi la constitution des bulles. Chaque crise débute par la constitution d'une bulle, d'abord purement financière, ensuite spéculative. En effet, une bulle résulte le plus souvent de la rencontre d'un actif à financer, un projet immobilier, une innovation technologique, etc., et d'abondantes facilités de crédit. Dans la phase pré-bulle, la valeur des actifs croît de manière raisonnable, du fait des promesses de gains qu'elle porte, réelles ou supposées. Mais quand l'actif qu'il s'agit de financer apparaît très prometteur, le taux du prêt est très favorable, car la hausse de l'actif semble garantir à elle seule le remboursement futur. On entre alors dans un face-à-face entre un acheteur souhaitant acquérir un actif, mais ayant besoin pour ce faire d'un crédit, à un taux à la fois intéressant pour lui et pour le vendeur de l'actif, et un prêteur souhaitant valoriser ses liquidités, sans prendre de risque du fait de la garantie de l'actif qui paraît solide aux fins de valorisation de l'actif. Tout est en place pour l'apparition de la bulle. Bien entendu, ce face-à-face entre l'acquéreur et le prêteur ne passe pas inaperçu aux yeux des acteurs des marchés. Si la banque X prête à Monsieur Y à un taux aussi intéressant, les opérateurs sur les marchés financiers pensent que l'actif lui-même est très prometteur et que les perspectives de rendement sont élevées et si nécessaire, rembourseront le crédit. Et les acteurs des marchés spéculent, empruntent et se portent massivement acquéreurs de l'actif, bien au-delà de leurs propres moyens financiers. Ces spéculateurs sont à l'origine de la plupart des crises et expliquent, par leur comportement grégaire, l'extension pratiquement illimitée des bulles, bien entendu jusqu'à l'accident. Cet afflux massif d'acheteurs de l'actif a un premier effet, celui de valoriser le prix de l'actif. Un deuxième effet est de pousser les nouveaux venus à s'endetter, ce qui valorise encore plus l'actif. Et sans que les acteurs s'en rendent réellement compte, la valeur financière de l'actif arrive à dépasser de très loin sa valeur de marché. La bulle spéculative est alors constituée. Pour éviter la constitution de la bulle, Keynes recommande aux acteurs le recours à la sagesse. Mais il a peu été écouté. On ne peut être sage que si l'on peut prévoir les conséquences des décisions que l'on prend. Or, en avenir incertain, et celui de la finance et des marchés financiers l'est totalement, les opérateurs de marché agissent comme si la sagesse recommandait de regarder ce que fait le plus grand nombre, c'est-à-dire d'adopter un comportement moutonnier, qui est le principal contributeur à l'éclosion des bulles. 3 phénomènes concourent à l'éclatement des bulles. Tout d'abord, la hausse continue du prix des actifs conduit à ce que les agents financiers tentent d'en mettre de plus en plus sur les marchés. L'offre devient alors très supérieure à la demande et logiquement les prix des actifs baissent. Les acquéreurs de l'actif risquent donc d'être déçus par le rendement réel de l'actif, qui leur avait pourtant donné beaucoup d'espérance lors de son acquisition, mais quand le rendement de l'actif devient inférieur au coût du crédit, sa rentabilité devient nulle ou négative. L'actif cesse de se valoriser, et il y a de moins en moins de nouveaux venus. En même temps, comme la demande de crédit a été très forte, son coût augmente. Et il augmente d'autant plus que le risque s'accroît parallèlement à la valorisation de l'actif.
la somme à rembourser sera de plus en plus importante et par conséquent, le risque de chute également plus important. Et c'est alors que la défiance, dont nous avons dit dans l'avant-propos qu'elle est une composante essentielle des crises financières, s'installe, entre les vendeurs et les acquéreurs d'actifs, entre les vendeurs eux-mêmes, entre les prêteurs et les emprunteurs. C'est là que les spéculateurs font leur compte. L'actif est fortement valorisé, le coût du crédit est encore faible, il est temps de réaliser l'actif, ce qui fait baisser sa valeur. C'est alors que reviennent les comportements moutonniers dont il a été question plus haut. La valeur baisse, il faut vendre, ce qui la fait baisser un peu plus. Par effet de contagion, les ventes à la baisse se propagent dans l'ensemble du système financier. La défiance s'installe alors durablement et contribue puissamment à créer la panique. Puis arrive le moment où il faut rembourser les crédits. Or la valeur de l'actif a augmenté, non pas parce que les acteurs ont misé leur propre capital, mais parce qu'ils ont misé un capital qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils l'avaient emprunté. Les prêteurs procèdent alors à des appels de marge. Les emprunteurs doivent vendre le plus vite possible, simplement pour rembourser ce qu'ils doivent, il faut vendre à tout prix. La panique s'installe, complètement irrationnelle. Mais il n'y a plus d'acquéreurs, l'actif ne se vend pas, les spéculateurs, petits et grands, sont ruinés, et ceux qui leur ont prêté ne sont pas en meilleure posture. Par contagion à l'ensemble de la finance, la crise des spéculateurs devient une crise financière majeure. Les malheureux qui ont prêté aux spéculateurs ne retrouvent pas leur argent, ou alors sous forme d'actifs considérablement dévalorisés. Mais les prêteurs, le plus souvent des banques, sont aussi des emprunteurs, notamment auprès d'autres banques dans le marché interbancaire ou même auprès de leurs clients déposants. Devant les nombreux défauts de paiement, les banques ne peuvent plus rembourser, logiquement elles ne prêtent plus. C'est la pénurie de crédit, appelée credit crunch, ce qui aggrave la situation des particuliers ou des entreprises qui sont en manque de liquidité. Enfin, la pénurie du crédit et la perte de confiance envers les banques font que la crise financière se propage à l'économie tout entière, ce qui déclenche une crise sociale majeure qui peut prendre de nombreux aspects. Chômage, travail à temps partiel, contrats de courte durée, stages mal rémunérés, raréfaction du crédit, précarité, pauvreté, saisie du logement, etc. Bien entendu, ce schéma comporte de nombreuses variantes selon la nature de l'actif concerné. On distingue des crises boursières quand la valeur des actions effondre, des crises obligataires quand les obligations des entreprises ou des États sont attaquées, des crises bancaires quand les systèmes bancaires sont fragilisés, notamment par manque de liquidité, des crises de change, quand les marchés financiers attaquent une ou plusieurs devises, des crises immobilières quand une partie importante des emprunteurs devient incapable de rembourser ses échéances, par exemple comme conséquence d'une forte hausse des taux d'intérêt, ou quand le marché immobilier baisse fortement, ce qui dévalorise considérablement la valeur de gage du bien acquis. Enfin, des crises sur les matières premières, quand par exemple le prix du baril de pétrole ou de la tonne de cuivre augmente brutalement, soit sous l'effet d'une augmentation des besoins, soit sous l'effet de la spéculation, soit le plus souvent sous les deux effets à la fois. D'ailleurs, ces différents types de crises sont souvent simultanés. On parle ainsi de crises jumelles pour qualifier la conjonction fréquente d'une crise bancaire et d'une crise de change. Bien entendu, ces crises qui ont le plus souvent leur origine dans les pratiques spéculatives des divers établissements financiers et des spéculateurs de tout poil, sont considérablement aggravées quand les États se montrent incapables de maîtriser leurs comptes publics, déficit budgétaire et dette publique, et s'ils risquent le défaut de paiement de leur dette publique, aux crises précédentes peuvent s'ajouter les crises de la dette souveraine. La situation devient alors pratiquement incontrôlable, comme on le voit actuellement dans la zone euro. Mais en réalité, les différents types de crises présentent plus de points communs que de différences et si le lecteur veut s'en convaincre, il lui suffira de lire l'excellent livre de Carmen M. Reinhardt et de Kenneth S. Rogoff, intitulé « Ironiquement cette fois c'est différent ». 8 siècles de folie financière 8, qui montre bien que toutes les crises financières ont beaucoup plus de points communs que de différences. Par exemple, l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a dit plusieurs fois, 1987, bulle Internet de 2002, crise actuelle, que « cette fois c'est différent ». Mais ce qui n'est pas différent d'une crise à l'autre, c'est qu'elle se termine toujours par une crise sociale majeure. Conséquences sociales des crises financières, un peu d'histoire. Les crises financières ont toujours des conséquences sociales graves. Il suffit d'en donner quelques exemples. Ainsi, en 1634 à 1637,
Le bulbe de tulipe fait l'objet d'une spéculation effrénée. Elle était en partie provoquée par la rumeur que le Parlement des Provinces-Unies allait autoriser les acheteurs à ne prendre que des options sur l'achat des bulbes, c'est-à-dire, soit acheter effectivement le bulbe de tulipe, soit y renoncer moyennant un petit versement au vendeur présumé, 1/30 de la valeur. Ceci provoqua une spéculation effrénée sur les bulbes. Puis, quand il apparut que le Parlement n'allait pas promulguer cette loi, et du fait d'un afflux massif d'offres de bulbes, le cours s'effondra, provoquant la ruine des producteurs de tulipes, de leurs familles et plus généralement de tous les paysans qui vivaient de la culture de la tulipe. En 1717, l'Écossais John Law réussit à convaincre le duc d'Orléans, régent pendant l'enfance de Louis XV, de lui confier tous les leviers de commande des finances de la France, y compris l'émission monétaire. Mais la tentation d'imprimer plus de papier-monnaie que le montant réel du trésor royal, éternel, était trop forte et Law y céda. Par précaution, les Français thésaurisèrent alors massivement l'or et l'argent, ce qui conduisit Law à interdire la possession de plus de 500 livres de métaux précieux. Puis, à bout de ressources, il suspendit la valeur libératoire de l'or. Mais l'opinion grondait, et les Français n'accordaient plus aucune confiance aux billets de banque. Des émeutes violentes se produisirent, faisant 19 morts. Fin 1720, les billets de banque furent suspendus. Le système de Law avait vécu, ce qu'il avait tenté de mettre en place s'effondra complètement. La liquidation du système prit 3 ans. Elle concerna 2 millions de personnes, soit environ 10% de la population. Les Français devinrent très méfiants envers le papier-monnaie. Bon nombre de petits actionnaires furent ruinés, seuls quelques spéculateurs avisés s'enrichirent. Toutes les crises financières du XIXe siècle eurent comme effet de ruiner de nombreux investisseurs, mais surtout de petits actionnaires, et d'accroître la pauvreté. En 1797, le bruit se répandit dans la population anglaise d'une invasion de l'Angleterre par Napoléon. Les citoyens britanniques prirent peur. Ils recherchèrent les métaux précieux comme moyen ultime de protéger leurs avoirs, car la masse de billets de banque en circulation n'y suffisait pas. On avait créé plus de papier-monnaie qu'il n'y avait de garantie métallique. Les citoyens perdirent toute confiance dans les banques et les envahirent. Beaucoup de citoyens britanniques virent leur épargne fondre comme neige au soleil, et tombèrent dans la pauvreté. On considère généralement qu'il s'agit de la première panique bancaire. En 1812, les États-Unis déclarèrent la guerre à l'Empire britannique, pour libérer les territoires canadiens. Il fallut donc financer la guerre. L'ancêtre de la Fed, la Second Bank of the United States, puisa alors dans ses réserves, qui fondirent très rapidement et devinrent pratiquement inexistantes. La Banque centrale suspendit ses paiements. Ceci fut à l'origine d'émissions monétaires privées et massives, investies dans des placements très spéculatifs. Ces émissions privées, d'abord totalement incontrôlées, furent arrêtées à retardement par la Banque centrale, ce qui déclencha la crise de 1819. Privés alors de l'essentiel de leurs moyens de paiement, les États-Unis entrèrent dans une très violente récession économique, considérée par les historiens comme la première grande crise de l'histoire américaine, dans laquelle se conjuguèrent une crise économique majeure, la disparition du crédit, l'appauvrissement général des citoyens, un chômage massif et une restriction sévère de la masse monétaire. Et bien entendu, les citoyens perdirent toute confiance envers la Banque centrale. En France, la période 1840 à 1847 fut marquée par une forte croissance économique, due en grande partie à l'essor rapide de l'industrie du chemin de fer, favorisée par des conditions financières exceptionnellement favorables. Le taux de croissance moyenne était de 5,5%. Avant l'essor des chemins de fer, le système bancaire français était constitué de banques à capitaux familiaux, faisant pour l'essentiel de l'escompte commercial. Mais, comme il fallait de plus en plus de capitaux pour financer les investissements lourds dans les chemins de fer, on vit apparaître les caisses, nouvelles entités à structure non familiale, à capitaux divisés en actions et à conseils d'administration. Elles se développèrent sur la base d'une spéculation totalement immorale. Elles investissaient massivement et à long terme dans les chemins de fer, puis plaçaient les titres dans leur clientèle pour réaliser des plus-values à court terme. L'économie française rentra alors dans une phase de totale euphorie, caractérisée par une perte de contact avec la réalité, générée par la spéculation et nourrie par l'abondance du crédit. Les compagnies de chemin de fer devinrent moins solvables,
sans que, dans l'euphorie générale, cela soit perçu par les acteurs de l'économie. L'arrêt des travaux de la construction de la ligne Paris-Lyon déclencha la crise. Les travaux avaient initialement été estimés à 200 millions de francs, et un dividende de 7% était annoncé. Mais brutalement, les actionnaires apprirent l'émission d'un nouvel emprunt de 100 millions et la baisse du dividende à 4%. Il s'ensuivit une panique boursière. Les actions perdirent de 50 à 70% de leur valeur de 1846. La conséquence majeure de la crise de 1847 fut l'arrêt complet de la construction des lignes de chemin de fer et l'effondrement des valeurs minières et métallurgiques. Devant la chute dramatique de l'activité, les caisses et les banques cherchèrent à consolider leur bilan et n'octroyèrent plus de crédit, se méfiant de la capacité de remboursement des citoyens et des entreprises. Les liquidités devinrent de plus en plus rares. Les petits actionnaires furent ruinés. Des émeutes violentes se produisirent, notamment à Decazeville et à Anzin. Cette crise peut aussi être considérée comme une cause indirecte de la Révolution de 1848. En juillet et août 1857, la banque américaine Ohio Life and Insurance Company est confrontée à une demande massive de crédit, qu'elle ne peut satisfaire, du fait d'un manque de liquidité. Le 22 août, par effet de propagation systémique, toutes les banques de New York suspendent leurs opérations, en particulier de crédit. En septembre, les actions des compagnies de chemin de fer subissent une baisse rapide et violente, de plus de 30%. En octobre, comme premier symptôme de la connexion des marchés mondiaux, la crise américaine s'installe en Angleterre. Le taux de l'escompte passe de 5% à 7%. Comme aux États-Unis, le crédit devient rare. La baisse des prix affecte alors lourdement les négociants qui font appel au crédit. Plusieurs banques engagées dans des crédits douteux font faillite. Les stocks d'or et les réserves de billets de la Banque d'Angleterre diminuent fortement. Les causes de cette crise sont multiples. De très fortes sorties de capitaux nécessaires pour financer les énormes importations américaines, l'abondance excessive du crédit, l'émiettement du système bancaire dont l'interruption des paiements a déprécié les billets émis par les banques. Le financement des grands travaux non pas à partir de fonds propres, mais par des capitaux spéculatifs. La crise économique qui s'ensuit provoque des conséquences sociales dramatiques. Nombreuses faillites de commerçants, raréfaction du crédit aux entreprises, notamment les PME, licenciements massifs, chômage en forte hausse, pauvreté accrue, perte totale de confiance dans le système bancaire. 3 causes principales sont à l'origine de la crise de 1873. La première est la décision des empereurs austro-hongrois et prussiens d'encourager la construction de logements, ainsi que la construction municipale. Ils mettent en place de nouveaux établissements financiers dont la principale fonction est d'émettre des prêts hypothécaires. Les prix de l'immobilier montent alors très rapidement, notamment en France, en Autriche et en Allemagne. Les banquiers et financiers de ces pays n'hésitent pas à s'endetter pour investir dans la construction, confiant dans la rentabilité de leurs investissements, théoriquement garantie par la hausse de l'immobilier. La deuxième cause est le développement rapide des compagnies de chemin de fer, dans un climat de concurrence féroce, qui les pousse à prendre des risques financiers considérables, pour à la fois construire les lignes nouvelles au coût le plus faible possible, tout en maintenant des dividendes constants pour les actionnaires. Le troisième et décisif facteur de déclenchement de la crise sera la décision du Congrès américain de démonétiser l'argent métal, et de ne plus rattacher sa monnaie qu'à l'or. La conséquence de cette décision fut triple. Elle affaiblit les compagnies minières américaines, fit baisser le cours de l'argent et fit entrer en récession les économies européennes, qui employaient encore l'argent comme étalon. La crise de 1873 démarra le 9 mai à la bourse de Vienne, où la spéculation entraîna la faillite de plusieurs banques autrichiennes, victimes d'un grand nombre de défauts sur des prêts hypothécaires.
Dans cette situation, les investisseurs européens n'eurent d'autre choix que de liquider leurs investissements outre-Atlantique, notamment dans les chemins de fer. La crise s'étendit à la bourse de New York. La spéculation portait pour l'essentiel sur les compagnies ferroviaires, dans lesquelles le Royaume-Uni et la plupart des pays d'Europe occidentale avaient massivement investi. La crise devint rapidement mondiale. L'économie mondiale entra en déflation. En Europe, c'est la sidérurgie qui fut la première touchée. Aux États-Unis, ce furent les compagnies de chemin de fer. Au total, 89 compagnies sur 364 firent faillite. Il s'agit de la première grande crise mondiale s'étant développée dans un contexte d'apparition des syndicats et d'émergence de très grandes entreprises, avec comme conséquence de rendre plus rigides les principaux paramètres du marché, à savoir les prix et les salaires, ce qui provoqua une crise économique majeure. La rapide montée du chômage et la baisse des salaires provoquèrent des émeutes sanglantes. La crise se propagea aussi en Turquie, en Grèce, au Paraguay et en Tunisie, par des phénomènes de contagion que les économistes ont le plus grand mal à expliquer. Le scénario de la Grande Dépression de 1929 est connu, nous n'y revenons pas. Mais les conséquences sociales furent considérables. Le chômage s'accrut très rapidement. Il passa de 3 millions d'Américains en 1929 à 13 millions en 1932. Les conditions de vie de près d'un quart de la population devinrent misérables. Le niveau de vie chuta de 28%, les ventes de voitures diminuèrent de 75%, les plus pauvres se retrouvèrent dans des bidonvilles. Encore plus significatif de l'état de désespérance des Américains, la démographie se détériora, moins de mariages et moins de naissances. Des chefs d'entreprise et des particuliers ruinés se suicidèrent en se jetant du haut des tours de Manhattan 9. Des rumeurs de rébellion se répandirent dans la population. La crise devint mondiale, par la propagation de place en place de la baisse des cours des titres et des matières premières. Les prix des matières premières exportées par les États-Unis baissèrent. Par contagion, le prix des importations baissa aussi. La dépression du commerce mondial qui s'ensuivit conduisit certains pays à des dévaluations compétitives pour soutenir leurs exportations. L'hyperinflation allemande, 1922 à 1924, provoquée en grande partie par les exigences exorbitantes du traité de Versailles, a profondément marqué la mentalité collective et explique largement la hantise de l'inflation qui caractérise nos voisins d'outre-Rhin. Il y avait de quoi. De décembre 1922 à décembre 1923, les prix furent multipliés par 1 milliard. Pour se chauffer, il était plus rentable de brûler des billets de banque que d'acheter du bois, qui coûtait beaucoup plus cher que les billets brûlés. L'économie allemande fut paralysée, le chômage atteignit des sommets, les paysans refusèrent d'approvisionner les villes. Les troubles sociaux se multiplièrent. L'État perdit toute crédibilité fiscale et du même coup, sa crédibilité monétaire. Mais les dettes intérieures furent effacées par une énorme dévaluation. Un nouveau marque pour 1000 milliards d'anciens. Le service des emprunts de guerre fut également considérablement réduit. Cela mit fin à la crise monétaire, épargnants et salariés supportant l'essentiel du coût de la guerre et des réparations. La République de Weimar perdit toute légitimité et fut incapable d'empêcher le pays de sombrer dans la crise. Comme on sait, ceci devait déboucher sur l'élection démocratique d'Adolf Hitler à la chancellerie allemande, puis sur la Deuxième Guerre mondiale. Initialement crise financière, cet épisode a entraîné une crise sociale, le mot est faible, majeure. Crise financière moderne et conséquences sociales. Les crises financières modernes ont une origine commune, même si leur développement a été divers. Elles sont provoquées par des déséquilibres des fondamentaux des économies, et notamment par des comptes publics, déficits et dettes non maîtrisés qui imposent la mise en œuvre de plans de rigueur. C'est par exemple le cas de la crise mexicaine de 1994, dite crise Tequila 10. Depuis plusieurs années, 1990 à 1993, le taux de change peso mexicain-dollar était fixe. L'illusion d'une garantie de change et l'attrait du Mexique pour les investisseurs provoquèrent une injection de plus de 90 milliards de dollars dans l'économie mexicaine avec, comme effet collatéral, l'explosion du crédit aux entreprises privées et un boom des crédits bancaires qui se développèrent au rythme de 25% par an. Mais l'inflation rendait l'économie mexicaine moins compétitive, dégradait fortement la balance des paiements, dont le déficit atteignit 8% du PIB,
entraînait des sorties de capitaux massives, puis la chute de fait du peso mexicain que la Banque centrale fut incapable d'enrayer. Il fallut alors, en décembre 1994, que Bill Clinton demanda de l'aide au FMI et à d'autres banques centrales, en organisant un prêt au Mexique de 50 milliards de dollars. Cette dégradation de l'économie mexicaine entraîna la raréfaction du crédit bancaire, de nombreuses faillites d'entreprises et, in fine, des licenciements massifs, un chômage en forte hausse, avec le développement parallèle de la corruption et du narcotrafic, seule issue laissée aux pauvres pour gagner un peu d'argent. Les résultats: une dépréciation du peso de 47%, une hausse des prix de 52%, une baisse de 6% du PIB, un chômage multiplié par 2 et une baisse du revenu des ménages de 31%. Les populations pauvres furent affectées de manière différente, les plus pauvres étant en réalité moins affectés que les moins pauvres. Mais la confiance des Mexicains envers les États-Unis s'éroda sérieusement. Mutatis mutandis, en 1997, le même scénario s'enclencha en Asie du Sud-Est, en particulier en Thaïlande, dont la monnaie, le baht, bénéficiait d'un taux de change fixe par rapport au dollar, comme d'ailleurs d'autres monnaies de la région, le tout donnant l'illusion d'une garantie de change. Le système bancaire thaïlandais et celui de quelques pays voisins, notamment l'Indonésie, s'endettèrent à court terme et en devises, ce qui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, entraîna une forte spéculation immobilière et boursière. Les banques empruntaient à court terme en devises, pour prêter à long terme en monnaie locale. Les garanties des prêts des banques thaïlandaises s'appuyaient sur des actifs immobiliers ou des actions sans rapport réel avec leur valeur. Les capitaux étrangers affluaient, avec le soutien de la Banque centrale japonaise, pour enrayer la déflation. Mais, quand il apparut que les risques encourus étaient trop forts, du fait notamment de la politique financière immorale et de la corruption des gouvernements de ces pays, les capitaux étrangers se retirèrent progressivement. Le gouvernement thaïlandais fut alors contraint de laisser flotter le baht, ce qui entraîna une grave crise bancaire dont les déposants modestes firent les frais. Le FMI intervint alors en recommandant la hausse des taux d'intérêt et des excédents budgétaires, ce qui provoqua une contraction du crédit, des faillites et un chômage de masse, ainsi que, au final, des souffrances pour les populations. Mais l'intervention du FMI permit de stabiliser les devises des pays concernés. Cependant, les problèmes économiques dégénérèrent rapidement en troubles politiques, envenimant la situation économique. Les émeutes, le pillage et d'autres formes de violence, particulièrement dirigées vers la population d'origine chinoise qui exploitait une grande partie des entreprises du pays, détruisirent une partie du secteur commercial. En 1997, la Russie est victime à son tour d'une grave crise financière. À l'instar des pays asiatiques et du Mexique, la Russie était un pays à change fixe. Elle dépendait de plus en plus des capitaux privés, en recherche de forts rendements et à l'écoute de tous les changements des systèmes financiers. Début 1998, l'inflation était inférieure à 10%. Le taux de change était fixe et de 6 roubles pour $1, mais ce taux de change était beaucoup trop élevé par rapport à la réalité économique 11, ce qui permettait aux oligarques russes de s'enrichir, bien entendu aux dépens du peuple russe qui végétait dans la pauvreté. Pour financer la dette publique et le déficit, 8% du PIB, du fait des faibles rentrées fiscales, le gouvernement russe devait émettre des titres pour environ 16 milliards de dollars par semaine. Ce financement était assuré par l'émission sur les marchés financiers de titres de créances négociables, les fameux GKO. Enfin, la situation était encore aggravée par la baisse des cours du pétrole, principale source de devises du pays. Devant cette situation, la seule solution fut de faire appel au FMI, qui apporta effectivement 4,8 milliards de dollars. Mais l'évidence de faiblesse macroéconomique fondamentale de l'économie russe finit par déclencher la crise. Le 14 août 1998, le système bancaire russe se désintégra, le marché des GKO fut fermé, le rouble s'effondra, faisant augmenter fortement l'endettement en devises des entreprises russes, ce qui aggrava encore la situation des banques. Le gouvernement russe décréta alors un moratoire sur la dette publique et sur les engagements extérieurs des banques. Les capitaux privés s'empressèrent de sortir de Russie. Les 3000 banques du pays, submergées par les dettes, se retrouvèrent incapables de faire face à leurs créanciers et à leurs clients. Une conséquence sociale majeure fut que les épargnants des 6 plus grandes banques commerciales russes,
généralement de conditions modestes, durent transférer leurs dépôts à la Sberbank, seul établissement à bénéficier de la garantie d'État, mais qui appliquait aux économies en dollars un taux de conversion très inférieur au cours d'échange. Et les clients des 700 banques en faillite, notamment des classes moyennes, ne récupérèrent pas l'argent qu'ils y avaient placé. Tous les citoyens eurent à subir une inflation de 85% en 1998. Et les citoyens russes perdirent toute confiance envers leurs élites et leurs banques. En Argentine, après la dictature de Jorge Videla, la démocratie revint, mais l'hyperinflation s'installa. En 1989, les prix augmentèrent de 4,924%. Domingo Cavallo, rappelé par le président péroniste Carlos Menem comme super-ministre de l'économie, appliqua les recommandations monétaristes pures et dures de l'école de Chicago. Il mit en place le Currency Board, caisse d'émission monétaire, dont le premier objectif était de rétablir la crédibilité monétaire de l'Argentine. Le 1er janvier 1992, le nouveau peso fut indexé sur le dollar. Il s'agissait de mettre fin à l'inflation, en arrêtant la fabrication de pesos par la planche à billets. Ceci eut pour conséquence d'interdire à la Banque centrale toute augmentation de la base monétaire par ses créances sur l'État, ou sur l'économie, puisqu'il n'était plus possible de faire du financement monétaire de la dette publique. Mais le Currency Board n'était favorable à l'Argentine que tant que le dollar n'augmentait pas par rapport aux pays avec lesquels l'Argentine entretenait des relations commerciales. Or les crises mexicaines et asiatiques entraînèrent une forte et brutale remontée du dollar. Les dollars ne rentraient plus. Le Currency Board conduisit à une forte réduction de la circulation monétaire et à un credit crunch, les exportations furent bloquées. Une sévère déflation apparut. Le climat social devint très tendu. La situation de fait de déflation imposait une réduction des salaires et des prix. Les salaires furent effectivement réduits, au prix de mécontentements sociaux généralisés. Mais il n'était pas possible de réduire les prix. Les dénationalisations provoquèrent au contraire des hausses des prix, du fait du mauvais entretien des installations pendant la dictature. Le problème qui se posa alors de toute évidence était: comment sortir d'un Currency Board? On ne pouvait pas dévaluer le peso, car tous les comptes étaient tenus dans la double monnaie peso-dollar, en principe définitivement à parité. Tout changement de parité aurait entraîné l'annulation de tous les contrats avec les capitalistes étrangers et le défaut de la dette souveraine. Malgré une aide importante du FMI, en échange de mesures drastiques de réduction des dépenses publiques, le PIB baissa encore de 4% en 1999. L'Argentine, État fédéral, mit alors en marche une planche à billets de secours. Les États prirent des initiatives monétaires et créèrent plus de 200 monnaies locales. Le désordre monétaire était à son comble. Des réseaux de troc se constituèrent, sous le nom de cercles d'échange, et devinrent un phénomène social de masse. Le chômage augmenta. Les manifestations populaires furent de plus en plus violentes. En novembre 2001, alors que Domingo Cavallo était revenu aux affaires, le FMI refusa de transférer 1,25 milliard de dollars. Ce fut alors le point culminant de la crise argentine. Perte de confiance dans le système monétaire, ruée sur les comptes en dollars, à laquelle le système bancaire ne résista pas, rapatriement par les particuliers des dollars dans des bas de laine ou transfert à l'étranger. Les banques entrèrent dans une crise majeure de liquidité. Il n'y avait plus de dollars, ni dans les banques, ni à la caisse d'émission. Domingo Cavallo imposa le corralito, c'est-à-dire la limitation des retraits d'argent à 250 pesos par semaine. La classe moyenne, qui n'avait plus accès à son épargne, décréta une grève générale le 13 décembre 2002, s'ensuivirent des manifestations violentes qui firent 28 morts. Domingo Cavallo, initialement considéré comme un génie de la finance, devint pour les Argentins le diable. Ayant perdu tout crédit dans la population, il démissionna, tout comme le président Fernando de la Rúa. Le successeur de ce dernier, Eduardo Duhalde, déclara son pays en défaut de paiement face aux créanciers du pays et dévalua le peso. La conversion forcée des comptes en dollars en pesos fit perdre aux Argentins une grosse partie de leur épargne, du fait de l'introduction du corralón, qui consistait à convertir automatiquement tous les comptes courants en comptes d'épargne bloqués à revenus fixes. Le corralón asphyxia des secteurs entiers de l'économie, et le PIB argentin recula de 12% en 2002.
Mais aujourd'hui, le PIB de l'Argentine croît de 6% par an et le pays a remboursé l'essentiel de sa dette souveraine. Les crises ne sont jamais éternelles. La période qui va de 1995 à 2002 est marquée par l'irruption de nouvelles technologies dans les secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications. Plusieurs facteurs allaient alors favoriser le développement des sociétés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, TIC. Les gains importants réalisés par les premières sociétés se lançant dans le secteur, attirant un nombre croissant d'investisseurs, d'importantes émissions d'actions, des emprunts et des crédits. Des valeurs boursières se déconnectant progressivement de la réalité du chiffre d'affaires et des bénéfices, dans une sorte de pari permanent sur l'avenir. Un excédent mondial d'épargne, notamment pour la préparation des retraites. Une politique de crédit bon marché et abondant, promue par les sociétés de capital risque. La déréglementation et l'ouverture à la concurrence des entreprises de télécommunications, privées ou publiques, avec comme conséquence des investissements importants et une vague de fusion-acquisition. Durant cette période d'innovation et de redéploiement, et dans la mouvance de l'impulsion donnée par les grands équipementiers, se créent de jeunes sociétés, souvent animées par un créateur de génie, les startups. Elles se développent dans des zones favorisées par le climat ou par la proximité technologique, notamment la Silicon Valley. L'objectif des animateurs est de reproduire les histoires à succès de créateurs de startups qui sont devenus de nouveaux millionnaires. Leur rêve est de faire aussi bien qu'Apple ou Microsoft. Les besoins en capitaux sont très faibles, et souvent couverts jusqu'à 10 fois par les investisseurs potentiels, lors d'une foire annuelle qui réunit à Londres plusieurs centaines d'investisseurs. L'épisode le plus lourd financièrement fut constitué par les investissements massifs des équipementiers en télécommunications. Une guerre sans merci s'installa entre les principaux acteurs via des fusions-acquisitions, souvent orientées vers de jeunes sociétés pour acquérir leur savoir-faire. Mais à partir de mars 2000, les financements se firent plus rares et le marché des capitaux s'assécha, c'était le début de la bulle. Beaucoup de sociétés avaient largement surestimé leurs résultats à long terme et ne se rendaient pas compte qu'elles consommaient trop vite leur capital pour espérer atteindre un jour le seuil de rentabilité. Comme, de plus, les taux d'intérêt longs américains étaient en forte croissance, la bulle Internet finit par éclater au début de l'année 2000, entraînant une récession générale des valeurs de la nouvelle économie des TIC, se transmettant ensuite à tous les autres secteurs. Toutes les sociétés cotées au Nasdaq s'effondrèrent, la perte totale atteignant 150 milliards de dollars. Les équipementiers en télécommunications furent les premiers touchés, du fait du coût exorbitant payé pour les licences de téléphonie mobile de troisième génération. Nombre d'entre eux firent faillite. Un grand nombre de rachats et de restructurations se produisirent, le marché des capitaux n'ayant plus confiance dans le secteur, d'autres lancèrent de grands programmes de réduction de coûts. Dans les contrats entre les équipementiers et opérateurs, figurait souvent une clause de vendor financing qui prévoyait que les opérateurs remboursaient en fonction de leur succès commercial, nombre d'abonnés, date des premiers bénéfices. Or ce succès sera souvent absent, ce qui se traduira par d'énormes pertes pour les équipementiers. Au total, beaucoup y ont gagné, y compris certains investisseurs bien informés qui ont su revendre leurs actions avant la débâcle. À ce panorama déjà sinistré, il faut ajouter la défaillance majeure des cabinets d'experts comptables, d'audit, des commissaires aux comptes, incapables de voir venir des fraudes comptables massives, comme dans le cas d'Enron ou de WorldCom. Mais comme toujours, et comme on l'a vu aussi dans les crises décrites précédemment, ceux qui y ont le plus perdu ce sont les salariés, du fait de licenciements massifs. De plus, les fonds de pension qui recueillent les cotisations pour la retraite des salariés américains ont été durement touchés par la crise, comme conséquence de la dépréciation de leurs actifs. De nombreux salariés ont dû retarder leur départ en retraite, voire cumuler leur statut de retraité et un emploi joliment appelé « job retirement 12 ». La crédibilité du système américain de financement des retraites fut endommagée. Et les leçons ne semblent pas avoir été tirées. Une nouvelle bulle Internet est sans doute en cours d'apparition. On cite le cas de Zynga, éditeur de jeux vidéo en ligne, créé en 2007, et dont la valorisation boursière attendue atteindrait 15 à 20 milliards de dollars, soit autant que les deux premières sociétés du secteur, pourtant solidement installées, encore plus fort,
LinkedIn, réseau social professionnel, a été introduit en bourse en mai 2011. Sa capitalisation boursière atteint 8,6 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 240 millions de dollars, ce qui la valorise à 517 fois ses bénéfices. Les conséquences sociales de la crise actuelle. Au départ, la crise actuelle est bien une crise financière. Bien que ses origines soient multiples et que les systèmes financiers souffrent d'un grand nombre de défaillances présentes depuis longtemps avant la crise, la cause première doit en être trouvée dans les défauts multiples sur les crédits subprime et l'utilisation massive de la titrisation. Elle permettait de transférer le risque de crédit pris par certains établissements à d'autres établissements, par le biais de produits dérivés fabriqués par l'assemblage dans des produits ayant la forme des obligations, les CDO constitués de tout type de prêts, en particulier des prêts subprime. S'ensuivit une dépréciation massive de presque toutes les catégories d'actifs, ce qui fut à l'origine de la crise sévère que l'on connaît actuellement. Mais ce qui est plus remarquable dans la crise actuelle, c'est l'étendue inédite depuis la Grande Dépression de ses conséquences sociales. Un chômage en hausse pratiquement dans tous les pays du monde, à l'exception des pays émergents, et qui semble devenir structurel, par exemple aux États-Unis, où il reste au niveau élevé officiel de 9,7%, ce qui est inédit, ou pire en Espagne, où il est de 21% et même de 45% chez les 16 à 25 ans. Selon le FMI, la crise actuelle a provoqué l'apparition de 20 millions de chômeurs supplémentaires. L'Organisation internationale du travail, OIT, en évalue pour sa part le nombre à 30 millions. Toujours selon le FMI, les 3/4 de cette augmentation proviennent des pays développés, dont le taux de chômage a progressé de 3 points, atteignant une moyenne de 8,3% en 2010. Des chiffres officiels qui masquent en partie la réalité. Ainsi, aux États-Unis, le chiffre officiel du chômage de 9,7% masque en réalité un inemploi total qui affecte 17,6% des Américains. En Californie, un salarié sur 5 est soit chômeur à temps partiel. Au total, 28 millions d'Américains ne travaillent pas comme ils le souhaiteraient, sans tenir compte des personnes découragées par la recherche infructueuse d'un emploi. La généralisation de véritables dérivés dégradés du travail. Temps partiel, chômage technique, CDD, stage peu rémunéré, petit boulot, travail au noir. Chômage partiel en abaissant la durée du travail, short work en Allemagne. Ces dérivés du travail précipitent un nombre sans cesse croissant de ménages, y compris d'une certaine aisance, vers l'assistance, le déclassement, l'exclusion et la pauvreté, en particulier pour les chômeurs de plus de 55 ans pour lesquels trouver un emploi relève de l'exploit. Toujours aux États-Unis, des pressions fortes du patronat pour faire baisser les salaires, mal compensées par des initiatives de traitement social du sous-emploi, à base de formations axées sur des secteurs plus prometteurs. Selon Richard Sennett, professeur à l'Université de New York, les Américains sont aujourd'hui obnubilés par un seul enjeu: garder leur emploi ou en retrouver un. Le président Obama, en ne s'attaquant pas à la protection sociale des chômeurs ou des sous-employés, s'est sans doute privé du soutien de couches sociales qui avaient largement contribué à son élection. Encore aux États-Unis, la saisie de plus de 5 millions de logements, revendus par les banques pour une bouchée de pain, des quartiers entiers de villes comme Cleveland ou Milwaukee vidés de leurs habitants et de leurs commerces, et la multiplication des bidonvilles. Entre les saisies de biens immobiliers, la baisse du niveau des retraites, la chute libre de l'épargne populaire, 11 000 milliards de dollars de la richesse des ménages américains évaporés du fait de la crise. Le déferlement des plans de rigueur, par exemple dans la zone euro, pour faire face au déficit et à la dette publique, gel ou baisse des salaires des agents du secteur public, réduction des effectifs de la fonction publique, recul de l'âge légal de départ en retraite, hausse des impôts, notamment la TVA, baisse des prestations sociales, baisse des allocations chômage, privatisation massive, etc., le tout sous l'œil sévère des agences de notation. La hausse de la précarité et de la pauvreté, du fait de la marginalisation progressive de certaines catégories de la population, notamment les parents seuls, les familles ayant de nombreux enfants, les étrangers, et il est de moins en moins rare de rencontrer des salariés ayant eu un emploi tombé dans la pauvreté car n'ayant pas les moyens de se loger. Un signe évident de cette hausse de la pauvreté est le succès d'organisations caritatives, comme les Restos du Cœur en France ou dans un pays pourtant riche, des épiceries Caritas suisses.
Apparition en France de comportements violents d'ouvriers qui, s'ils n'obtiennent pas la prime de départ qu'ils souhaitent, menacent de faire sauter leur usine avec des bonbonnes de gaz. Ce que l'on n'a pas constaté aux États-Unis où pourtant les situations analogues furent très nombreuses. Bien entendu, on ne peut pas accepter ces comportements, mais on peut les comprendre. Des salariés sont privés de leur emploi par une crise dont ils ne se sont absolument pas responsables. L'accumulation jusqu'au point de rupture des tensions sociales, grèves, manifestations parfois violentes, confèrent. Grèce. 2 morts dans l'incendie d'une banque. Recherche d'un bouc émissaire que l'on trouve tout naturellement parmi les étrangers, ce qui provoque une montée rapide de la xénophobie excitée par l'extrême droite et le rejet souvent violent de l'immigration. L'apparition aux États-Unis d'une frange d'extrême droite du Parti conservateur sous le nom de Tea Party, allusion à la révolte des Américains contre les colons anglais à Boston, et qui consista à jeter à la mer la cargaison de thé de 3 bateaux anglais. Cette radicalisation aux extrêmes droite et gauche des opinions politiques des citoyens est un phénomène que l'on constate presque toujours, comme conséquence indirecte des crises économiques, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, Pays-Bas, Autriche, Italie, France. Le sentiment d'irresponsabilité, plus ou moins assumé, dû à l'évidence que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants une société dure, en partie injuste et particulièrement difficile à vivre, parce qu'ils auront à supporter et à réduire une dette publique. Plus généralement, sous l'effet de ces différents phénomènes, un moral citoyen très dégradé, l'exploitation de la moindre occasion de protester contre l'entreprise, qu'il s'agisse de celle qui vous emploie ou du concept même d'entreprise et d'entrepreneur, le rejet des élites, financières autant que politiques, et en général, le refus de l'autre, la dégradation de la qualité de la communication entre les individus, les familles, les quartiers, exacerbée par les différences sociales, morales, ethniques ou religieuses. Enfin, comme conséquence ultime de ce ressenti général, la multiplication des faits d'incivilité, de petites ou grandes délinquances, de violences faites aux personnes, de casse urbaines, voire de règlements de comptes liés par exemple au trafic de stupéfiants. Ces exemples donnent une première idée des conséquences dramatiques des crises financières. Un examen du long historique desdites crises montrerait que ce schéma est général. Une crise financière majeure entraîne presque toujours une grave crise économique qui, quand elle se traduit par une forte récession, provoque presque toujours une violente crise sociale. C'est le cas des crises boursières et obligataires, qui dégradent fortement la qualité des actifs détenus par les banques, ce qui induit une forte restriction du crédit, et donc un ralentissement de l'économie, mais aussi la qualité des actifs détenus par les petits actionnaires. C'est bien entendu le cas des crises de dette souveraine, qui débouchent sur des plans d'austérité affectant durement les ménages et les entreprises. C'est le cas des crises de change, dans lesquelles les réserves en devises des citoyens peuvent être confisquées comme on l'a vu dans la crise en Argentine, c'est le cas des crises immobilières par exemple dans la crise des subprimes, etc. Un autre point commun à toutes ces crises, c'est que la paupérisation d'une frange très importante de la population ne touche pas les hauts revenus. Au contraire, les plus aisés et les plus riches trouvent souvent dans les crises financières des occasions de spéculation et d'accroissement de leurs revenus, d'où l'on peut conclure que les crises financières creusent encore plus les inégalités sociales, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Plus généralement, les conséquences sociales des crises financières, et notamment les pertes d'emploi, provoquent non seulement une baisse des revenus à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Une étude américaine a montré que 20 ans après avoir perdu leur emploi comme conséquence d'une crise, ceux qui sont concernés ont une rémunération inférieure de 20% par rapport à ceux qui n'ont pas subi de perte d'emploi. On observe aussi des effets moins directs. Ainsi, une personne qui a perdu son emploi, même si elle en a retrouvé un ultérieurement, présente une plus forte fréquence d'accidents de santé et une diminution moyenne de l'espérance de vie de 18 mois. Autre conséquence, les enfants de parents ayant été victimes de chômage ont des résultats scolaires moins bons. De même, les enfants de chômeurs ont des salaires moins élevés que ceux dont les parents n'ont pas connu de période de chômage. Une étude canadienne évalue à 9% la perte de salaire correspondante. De plus, les 18 à 25 ans au chômage, particulièrement touchés dans la crise actuelle, perdent une partie de leurs repères sociaux. Ils ne font plus confiance aux institutions publiques. Ils deviennent sceptiques sur les vertus de la démocratie et sont enclins à suivre des hommes providentiels, notamment ceux qui viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche.
Et même les personnes non concernées par le chômage mais qui vivent dans un environnement de crise, sont dans les mêmes dispositions. Enfin, toutes les études, notamment du FMI, montrent que le ralentissement de l'activité et la crise sociale qu'il induit sont encore plus sévères quand l'origine en est une crise financière. Enfin, le dernier point commun à toutes les crises financières est la disparition de la confiance des citoyens envers leurs élites et envers leur système financier. Les deux vont souvent de pair dans l'imagerie populaire, des banques envers leurs clients touchés par la crise et suspects d'insolvabilité, des États envers les agences de notation, des entreprises envers les marchés financiers, etc. Certes, plusieurs dirigeants des banques responsables de cette crise ont eu à connaître de la justice. Angelo Mozilo, ex-président de Countrywide, Dick Fuld, ex-président de Lehman, Goldman Sachs en tant qu'entreprise, mais cela ne concerne qu'une toute petite partie des responsables. Banque casino ou monnaie bien publique? Une première remarque vient immédiatement à l'esprit. Les salariés qui perdent leur emploi, ceux dont on réduit le salaire, notamment les fonctionnaires, les travailleurs à temps partiel qui perdent définitivement tout emploi et tombent dans l'assistanat et la précarité, les salariés victimes des délocalisations, les épargnants qui voient leur épargne confisquée par le pouvoir politique, les pauvres et très pauvres qui n'ont même plus droit aux prestations sociales, et plus généralement les citoyens victimes de plans de rigueur pour cause de crainte de dégradation de notes de la dette souveraine de l'État, se considèrent à juste titre comme victimes d'une crise dans laquelle ils ne portent aucune part de responsabilité. Mais il faut aller plus loin. Les citoyens n'ignorent plus que la crise actuelle, qui les met de plus en plus souvent dans des situations désespérées, est en partie due à la faillite d'une ou plusieurs banques d'affaires qui ont fait de mauvaises affaires. On leur dit notamment que ces banques ont joué au casino, en prenant des risques considérables avec l'argent de leurs déposants, mais aussi avec l'argent des déposants dans les banques commerciales, c'est-à-dire des banques analogues à celles où ils déposent leurs maigres économies. Et ils ne trouvent pas très normal que ces banques d'affaires se financent auprès du système bancaire classique, car le risque est grand qu'elles renvoient sur ce dernier les risques qu'elles prennent et réduisent ainsi fortement la capacité de crédit des banques de Monsieur Tout-le-Monde. Ils avaient en effet cru comprendre que le métier de base des banques était de financer le développement des entreprises et le mieux-être des ménages par le crédit. Certes, ils ne trouvent pas anormal que l'on joue au casino et que l'on y perde de l'argent, mais à condition que cela soit son argent. S'ils sont un peu plus informés, ils ont entendu dire qu'il existe des entités un peu mystérieuses, que l'on désigne par marché financier. Ces entités ont constitué de l'épargne, souvent en partie en spéculant, et elles peuvent décider de prêter de l'argent aux banques d'affaires, de leur acheter ou leur vendre des actions ou des obligations, voire d'acheter de la dette des États. Et les citoyens trouveraient normal que ces banques casinos ne se financent qu'auprès de ces marchés financiers. On leur explique aussi comment fonctionne une banque classique. Le banquier gère l'argent de ses déposants, éventuellement en rémunérant une partie de son épargne. Mais le cœur de son métier consiste à financer ses clients emprunteurs. Derrière son comptoir, il met à la disposition de ces derniers plus de monnaie qu'il n'en a recueilli de ses déposants. Ce faisant, il crée de la monnaie et acquiert un monopole, car pour ces opérations de financement, la détention d'un compte bancaire est obligatoire. Dans son bilan, le banquier porte alors à son passif les comptes à vue de ses déposants et à son actif le montant des crédits qu'il a consentis. Au total, la banque crée de la monnaie en utilisant le point de passage obligé du crédit. Ce rôle des banques est évidemment essentiel au fonctionnement de l'économie, et c'est pour cette raison qu'il faut le considérer comme un service public. Mais si la banque consent des crédits trop risqués, et a fortiori si elle fait faillite, comme Lehman Brothers, elle détruit certes son argent et son épargne, mais elle détruit surtout de la monnaie bien publique. La preuve en est éclatante dans la crise actuelle, que au final ce sont bien les citoyens contribuables qui vont payer la crise par exemple par le biais des plans de rigueur. Et les citoyens en sont conduits à se demander si tout ceci ne serait pas dû au mariage incestueux entre des banques qui font le métier de gérer des dépôts et de faire du crédit, et des banques d'affaires qui prennent des risques considérables avec des fonds que souvent elles ont empruntés, risques qui finissent par entraîner l'ensemble du système financier dans une crise financière qui se transforme en crise économique puis sociale. Mais les citoyens de base sont encore loin de comprendre le détail de tout ce qui se passe dans la finance. Par ouï dire, ils devinent qu'il existe un système bancaire de l'ombre,
dans lequel diverses formes d'établissements financiers échappant à la surveillance des autorités de contrôle feraient circuler autant d'argent que les banques officielles. Ils entendent aussi dire que ces établissements fantômes peuvent parier, par exemple sur la hausse de la valeur d'une action d'entreprise, en ne mettant au pot qu'une petite partie du capital nécessaire et en empruntant le reste, ce que les spécialistes appellent le levier d'endettement. On leur dit aussi que les banques peuvent faire du crédit, mais aussitôt, se débarrasser du risque qu'elles ont pris en transférant ces crédits à d'autres banques, pratique désignée du nom barbare de titrisation, et on ajoute que cela est d'autant plus facile pour les banques qu'elles peuvent inscrire ces crédits dans le hors-bilan qui est peu contrôlé par les autorités de surveillance, tandis que d'autres établissements peuvent racheter ces crédits en espérant ainsi gagner de l'argent. Ils entendent aussi parler des agences de notation, qui ont donné une note généralement bonne à ces crédits transférés, mais qui peuvent aussi en une seule déclaration, pas très motivée, abaisser la note d'un État, rendre ainsi très difficile le refinancement de sa dette souveraine et déclencher des plans de rigueur. Et alors qu'on leur a dit que la monnaie était un bien public, ils ont du mal à comprendre comment il se fait que des transactions sur les marchés financiers puissent s'effectuer de gré à gré, c'est-à-dire de manière totalement opaque. Ils pensent comprendre que les excès du fonctionnement de la planche à billets, associés à l'utilisation massive du levier d'endettement, produit une croissance artificielle et non durable, qui se termine par une crise financière. Les citoyens, naturellement crédules, croient que la crise est venue des États-Unis, mais ils comprennent mal pour quelle raison elle est arrivée en Europe, ce dont ils prennent conscience tous les jours dans la presse où on leur dit que l'euro est en danger, après leur avoir seriné que c'était une monnaie solide. Enfin, ils ont du mal à comprendre comment les agissements d'une poignée de traders peu scrupuleux peuvent avoir engendré une crise sociale aussi grave. Pourtant, il est relativement simple de trouver ceux qui sont les principaux responsables de la crise actuelle. Il suffit de se pencher sur le rapport de la commission d'enquête sur la crise financière, FCIC, missionnée par le Congrès américain en mai 2009 sur demande expresse du président Obama. En introduction du rapport, figure l'affirmation que cette crise était évitable. Elle fut le résultat d'actions et d'inactions humaines, et non de mère nature ou de modèles informatiques devenus dingues 14. Les néolibéraux, qui attribuent la crise à des événements imprévisibles et incongrus ou la considèrent comme un moment classique de la normalité capitaliste, sont donc renvoyés à leurs chères études. Dans le rapport de la FCIC, généralement considéré comme reflétant bien la réalité, tout le monde a droit à sa part de responsabilité. La Fed, qui a été incapable de prévenir la propagation massive d'actifs de crédit toxiques, et en premier lieu, Alan Greenspan, à l'époque président de la Fed et apôtre de l'autorégulation des marchés, et Timothy Geithner qui dirigeait la branche de New York. La Securities and Exchange Commission, SEC, qui n'a pas non plus vu venir la crise. Les autres régulateurs, incapables de freiner les instincts innovateurs de Wall Street parce que de fait ils étaient en concurrence. Les financiers de Wall Street, qui ont pris des risques énormes même quand ils disposaient de peu de capital, et ont en plus exercé leur influence pour obtenir l'inaction des politiques. Les banques d'affaires, qui ont investi massivement dans la spéculation sans aucune considération éthique. Les agences de notation, notamment Moody's qui, contre toute vraisemblance, ont fondé leur notation sur une perspective de hausse ininterrompue de l'immobilier américain de 4% par an. Au final, le rapport conclut à une combinaison d'emprunts excessifs, d'investissements risqués et d'opacité 15 et déplore surtout que tout ceci se soit passé sous l'œil bienveillant des pouvoirs publics. Et toute honte bue, un membre républicain de la FCIC explique que les démocrates cherchent à désigner des responsables individuels et des échecs politiques quand nous républicains accordons plus d'influence aux forces économiques. 16. Timothy Geithner, secrétaire d'État américain au Trésor, emploie une image très parlante. C'était comme des spaghettis trop cuits, impossible à démêler. Et une partie de ces critiques peuvent aussi s'appliquer aux homologues européens, comme l'UBS, le Crédit Suisse, Natixis ou Hippo Real Estate. En conclusion de tout ceci, les citoyens se posent la question de l'utilité sociale de la finance. Mais ils commencent à entrevoir qu'il y a deux types de finances. Celles qui participent effectivement au financement de l'économie, notamment par le crédit, et celle qui n'a pour but que de faire de l'argent avec l'argent,
c'est-à-dire dont l'objectif essentiel est son propre profit ou celui des fameux traders. Il suppose aussi qu'il y a des établissements financiers qui présentent ces deux versants. Il se pose donc la question de la responsabilité sociale de la finance, sur laquelle ils ont de nombreux doutes. Et ces doutes sont confirmés quand ils entendent un ancien banquier, Jean Peyrelvad, dire « J'ai tendance à penser que les activités les plus rentables de la sphère financière sont celles qui offrent la plus faible utilité sociale. » 6 expressions dues au philosophe écossais Adam Smith, 1723-1790, considéré comme le père de l'économie libérale, et extraite de son principal ouvrage, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. 7. Le dépôt n'est qu'un crédit que les clients accordent à leur banque sans intérêt, ou avec un intérêt très faible, cet intérêt faible ou nul étant le loyer de la sécurité. 8. Édition Pearson, collection Les Temps changent, Paris 2010. 9. John Kenneth Galbraith raconte que à l'époque, quand un client entrait dans un hôtel pour réserver une chambre, l'hôtelier lui demandait « C'est pour dormir ou pour sauter ?» 10. Du nom de la boisson favorite des Mexicains. 11. Par exemple le calcul par la parité du pouvoir d'achat. 12. Travail pendant la retraite. 13. Les considérations qui suivent sont inspirées par un article du mensuel Alternatives économiques, de janvier 2011, sous le titre « Conséquences sociales des crises économiques ». 14. Le Monde, 29 janvier 2011. 15. Le Monde, 29 janvier 2011. 16. Idem. 3. Brève histoire de la finance. L'ordre social ne vient pas de la nature, il est fondé sur des conventions. Jean-Jacques Rousseau. Brève histoire de la finance. La finance a une longue histoire. Dès le 2e millénaire av. J.C. à Babylone, on pratiquait le prêt sur marchandises dans l'enceinte des temples. La monnaie apparaît au 7e siècle avant notre ère, parce que les hommes avaient constitué des stocks de produits très divers. Le troc, nécessaire à chacun pour se procurer les produits dont il avait besoin, était devenu multilatéral entre des hommes qui échangeaient du blé contre des outils qui étaient à leur tour échangés contre des têtes de bétail, etc. Acteurs multiples et produits très divers composaient une nouvelle complexité, qui pouvait conduire au désordre si l'on n'imposait pas la mise en place d'un étalon de valeur commun, ce fut la monnaie. La valeur de chaque produit fut alors évaluée avec une mesure unique, d'abord métallique. Et ce fut l'apparition de la monnaie qui favorisa le développement des activités de prêt et de dépôt. L'avance de fonds moyennant intérêt se développa ensuite dans l'Empire romain. À partir du XIe siècle, les croisades stimulèrent les échanges internationaux. La première banque fut créée en 1151 à Venise, époque où s'impose le capitalisme marchand, et où apparaît en même temps la Réforme, qui conduit à l'adoption de nouveaux codes moraux concernant aussi les marchands. Les marchés monétaires et financiers modernes y sont donc nés, quand les banquiers sur leurs bancs, d'où l'origine du mot banquier, mettaient en jeu de fortes sommes à crédit pour acquérir des produits de luxe originaires d'Orient. Et l'éthique était généralement respectée dans ces échanges. Les nouvelles techniques bancaires se développèrent alors rapidement, notamment du fait de l'apparition des premiers instruments dématérialisés, la lettre de paiement et la lettre de change, qui fonctionnaient comme un instrument de crédit. Le changeur était devenu banquier. Puis, à partir du XVIIe siècle, furent mis en place à Londres des certificats papier remboursables en pièces d'or. Mais la création monétaire devint alors dépendante, non plus du volume d'or disponible, mais directement du développement de l'économie. La monnaie avait alors perdu toute garantie métallique, garantie qu'elle retrouvera à des époques ultérieures, mais qui disparaîtra complètement en août 1971. À partir du XIXe siècle, les banques connaissent un essor sans précédent, dû au développement de la monnaie fiduciaire, les billets, de la monnaie scripturale, en compte, et surtout du financement des entreprises par l'émission de titres. C'est aussi l'époque où se créent de grandes banques, Crédit Lyonnais, Deutsche Bank, Barclays, etc. En même temps, les États prennent conscience de la nécessité de contrôler le secteur parce qu'il peut avoir une influence déterminante sur l'activité économique, par exemple négative quand le crédit est d'abord surabondant puis brusquement contingenté,
Et ce contrôle est d'autant plus nécessaire que les États constatent que la finance peut à elle seule déclencher des crises financières qui se transforment en crises sociales, ce que confirmeront la Grande Dépression de 1929, puis les nombreuses crises qui ont suivi. 15 août 1971. Le coup d'accélérateur des produits dérivés. À partir de 1958, le doute s'installe sur la capacité des États-Unis à respecter les engagements pris lors des accords de Bretton Woods en matière de convertibilité hors du dollar. L'Allemagne cesse d'appliquer les accords, de nombreux pays demandent le remboursement de leurs dollars en or. En conséquence, le 15 août 1971, date dont on ne soulignera jamais assez l'importance quant au débordement de l'imagination qu'elle a provoqué dans la finance, Richard Nixon décrète unilatéralement la fin de la convertibilité du dollar en or. En 1973, on passe au change flottant. Enfin, en 1976, est décidé l'abandon du rôle légal international de l'or. Ces nouvelles libertés allaient donc débrider l'imagination des acteurs de la finance, tout particulièrement en provoquant l'apparition des produits dérivés. Ils sont nés au début des années 1970. En 1972, s'ouvrit l'International Monetary Market, qui propose les premiers contrats à terme ferme sur devises. En 1973, est créé le Chicago Board Option Exchange, CBOE, pour y négocier des options. Ceci n'était pas étranger à la fin du régime de change fixe qu'avait instauré, en 1944, la conférence de Bretton Woods, et fut accompagné par la forte hausse du cours du pétrole, par l'inflation et par la montée des taux d'intérêt. De plus, la mise au point de la fameuse formule de Black-Scholes, qui permettait de calculer une valeur pour les options négociables, a donné un coup de pouce supplémentaire. À la même époque sont nés les swaps, pour contourner les lois britanniques sur le contrôle des changes, permettant ainsi aux non-résidents d'emprunter en livres sterling. Les innovations financières entrèrent alors dans une expansion pratiquement sans limite. Produits dérivés sur créances et obligations, contrats à terme sur les bons du Trésor américain, contrats sur obligations d'État à long terme, produits dérivés sur indices boursiers, contrats de produits dérivés sur les marchés de gré à gré, contrats sur dérivés de crédit, etc. Et plus on progressait dans la sophistication des produits, plus étaient nombreuses les possibilités de comportements non éthiques qui eux-mêmes engendraient de la méfiance. Plusieurs facteurs ont contribué à l'essor des produits dérivés comme produits découplés d'une opération sous-jacente, la déréglementation financière des années 1980, l'informatisation des cotations et la dématérialisation des transactions, l'utilisation massive de modèles mathématiques. Enfin, le Commodity Future Modernization Act qui a par exemple exclu, hélas, les CDS de toute contrainte réglementaire. Dans les 20 dernières années, les montants notionnels négociés sur les marchés augmentent en moyenne de 30% par an. Enfin, entre fin 2004 et fin 2007, les montants des CDS ont été multipliés par 6, confère chapitre 8. Ceci dit, il faut distinguer deux cas, celui où le produit dérivé est engagé au bénéfice d'un client par exemple pour lui permettre de couvrir un risque de crédit, de taux, de change, etc. et celui où le produit dérivé est mis en œuvre avec comme seul but d'accroître le profit, ou la perte, de l'établissement financier, en prenant donc un risque qui peut être considérable, mettre en danger l'établissement, voire l'ensemble du système financier et l'économie. C'était le cas de la grande quantité de produits dérivés de crédit, les Credit Default Swap (CDS), détenus par Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG, etc. Lesquels CDS qui contenaient des Special Purpose Vehicle 17 SPV, structure constituée sous forme d'obligations CDO, en assemblant des crédits hypothécaires subprime consentis à des clients non ou peu solvables. Et c'est ce qui déclencha la crise. Produits dérivés plus déficit public plus plan de rigueur égale crise sociale. Mais la folie de la finance a trouvé un allié de poids dans le creusement sans fin des déficits et des dettes publiques. De très nombreux États, notamment occidentaux, présentent des comptes publics fortement déficitaires. Les budgets de l'État en déséquilibre s'accumulent pour former des dettes publiques colossales. Ainsi, selon le FMI, l'endettement public de la France pourrait atteindre 95% de son PIB en 2014 contre 73% en 2008. L'Allemagne serait à 91% de son PIB à la même époque et l'Italie à 132%. Pour les États-Unis, le FMI prévoit une dette publique de 112% de son PIB en 2013.
Le record parmi les pays développés sera atteint par le Japon avec 240% du PIB contre 188% avant la crise. Et en matière de déficit public annuel, la France atteindra 7,8% en 2010, la Grèce 15% et l'Irlande 32%. Tous ces chiffres sont bien sûr inquiétants en valeur absolue, mais encore plus du fait de la dérive que font apparaître les évaluations du FMI. Nous reviendrons sur la responsabilité des États dans la crise actuelle, au chapitre 17. Bien entendu, les marchés financiers y retrouvent leur compte. Ils peuvent refinancer de la dette souveraine à des taux directement corrélés avec le risque de défaut de chaque État, validé 18 par les agences de notation. Et la spéculation s'est emparée du marché de la dette souveraine, par le biais des fameux CDS, Credit Default Swap, qui permettent à un vendeur d'assurance de garantir l'acheteur contre la défaillance d'un actif, en l'occurrence de la dette souveraine. Et on peut spéculer sur ces CDS à nu, c'est-à-dire sans acheter la dette garantie par le CDS, ce qui permet de manipuler facilement le marché de la dette souveraine, en n'engageant que de petits montants. Devant les montants abyssaux des déficits et dettes publiques, les États concernés n'ont comme solution que la mise en œuvre de plans d'austérité budgétaire, mais qui se paient au prix d'entraves fortes à la reprise de l'économie et de l'emploi, par exemple en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Italie et en France. Ceci annonce des moments difficiles pour les gouvernements de ces pays, où la grogne sociale s'accroît de jour en jour. Contre la réforme des retraites en France, entre autres sujets 19. Un rapport du Bureau international du travail, BIT, commente que les plans de rigueur, qui mettent progressivement de côté les plans de relance, conduisent à une détérioration sur le front du chômage, et que la reprise de l'emploi qui était attendue en 2013 devrait plutôt arriver en 2015. Et le BIT note que déjà plus de 25 pays connaissent des troubles sociaux plus ou moins graves, et pense que le mouvement va aller en s'amplifiant. On voit donc que la conjonction des dérives de la finance avec la nécessité de mettre en œuvre des plans de rigueur draconiens constitue un cocktail explosif. 17 véhicules d'investissement à but spécifique. 18 avec la sévérité maximale, qui a malheureusement manqué dans la crise des subprimes. 19 on n'oubliera pas l'apostrophe ombre portée, de l'affaire Bettencourt-Woerth sur la colère des manifestants. 4. 10 principes de l'utilité sociale de la finance. Tout ce qui augmente la liberté, augmente la responsabilité. Victor Hugo. Dans le bref résumé, chapitre 2, de quelques crises financières importantes, nous avons vu qu'elles commencent souvent par des comportements des établissements financiers inutiles socialement, souvent non éthiques, voire irresponsables. Et le résultat est toujours le même. La crise financière se propage comme l'éclair à l'économie, qui entre en dépression, et débouche presque automatiquement sur une crise sociale majeure, d'où l'importance de préciser les règles de responsabilité et d'utilité sociale de la finance, non seulement pour empêcher le surgissement des crises sociales comme conséquence des crises financières, mais aussi, plus généralement, pour inciter fortement la finance à se comporter de manière éthique et responsable dans les périodes hors crise. L'utilité sociale, essai de définition. Nous dirons que l'utilité sociale d'une entreprise consiste à prendre sa place, toute sa place et rien que sa place, dans l'ordre qui est le sien. L'utilité sociale, c'est ce que personne physique ou entreprise ne peut faire à votre place. La place non substituable de l'entreprise est au centre de ses relations avec ses parties prenantes, stakeholders, actionnaires, États, clients, fournisseurs, etc. L'utilité sociale se situe alors au confluent de la responsabilité de l'entreprise envers les collaborateurs et salariés, contrat de travail, et de la responsabilité de l'entreprise envers la société, rôle financier et rôle social. Il va de soi que cette définition devrait s'appliquer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.